Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 et Actu Matin. Merci de démarrer votre journée, cette journée du mardi 22 décembre 2020 avec nous ici votre matinale, un mardi un tout petit peu spécial sur Actu Matin puisque nous finirons un peu tôt ce matin. Wahab Ali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant dans la une des journaux au sommaire et dans nos discussions de tout à l'heure, la politique nationale, nos analyses sur l'animation dans l'opposition au régime du président Patrice Talon. Vous le savez, Bouliaï a définitivement fermé la page Kouri, l'ex-président de la République, désormais ancien leader charismatique des forces Kouri pour un Bénin émergent, sorti de cette alliance politique. Des suites d'une démission s'installe chez les démocrates au fauteuil de président d'honneur dans l'opposition. Et face aux démocrates conduits par Éric Houndété, épaulés par Bouliaï, Paul Houmpé et sa troupe, la bataille pour la suprématie est imminente. FCBE, les démocrates, qui prendra le lead de la véritable opposition pour une éventuelle alternance au pouvoir. Question au cœur du débat à 4 mois de la présidentielle du 11 avril 2021. Restez donc avec nous. Le forum, c'est à suivre après le mini-journal de Ingrid Day ce matin. Sur Actu Matin, ce mardi, vie des instances, l'Association nationale des communes du Bénin était en congrès ordinaire. C'était hier le 4e depuis sa création. On s'attendait à la mise en place d'un nouveau bureau au sortir des dernières élections communales et municipales. Eh bien, nous y sommes. Les 15 membres sont connus avec Luc Atropo, maire de Cotonou, qui conserve le poste de président de l'ANCB. Malik Sebou-Gomina, maire de Djougou, est élu secrétaire général, et Charlemagne Nyankoti, maire de Porto Novo, trésorier général de la composition du bureau de l'ANCB. On en parle au forum. L'actualité est à vivre avec nous à travers les unes du jour avec Wahab Ali Para dans un instant et la revue de presse en fin d'édition. Garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Nous avons quelques journaux sous la main ce matin. Nous vous emmenons à la découverte de leurs titres avec vous, Wahab Ali Para. Oui, rebonjour Christian et rebonjour à tous. Les premières informations, comme d'habitude, nous viennent de Fraternité. Fraternité qui s'intéresse ce matin à l'animation de la vie politique au Bénin. Animation de la vie politique et alternative en 2021. FCBE, les démocrates, la lutte pour l'hégémonie. Bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo réélu pour un nouveau mandat. Régulation du secteur de l'électricité au Bénin, le règlement de services et d'accès des tiers au réseau électrique passé en revue. Information à découvrir à la page 3 du quotidien Fraternité. Reconnaissance de mérite des universités privées. École supérieure Sainte-Félicité, l'une des meilleures écoles privées agréées au Bénin. Et puis promotion de l'économie locale, le système informatisé de recouvrement des recettes mis en service à Malanville. À la une maintenant de La Nation, rapport mondial sur le développement humain, le Bénin progresse de 5 places. Construction d'ouvrages et entretien périodique des axes routiers, 3 grands travaux dans les collines et la Donga. Info Plus cette fois-ci. Abomey-Calavi, commune verte d'Acruz, révèle ce à quoi
elle le doit. Renouvellement du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, confiance renouvelée à Luc Atroko, maire actuel de la commune de Cotonou. Ordre national du Bénin, 622 civils inscrits par talent. Bénin intelligent, franc CFA, les députés face à une question cruciale. Présidentielle 2021, SUSMEC, ONG en mission de paix. Le pays émergent, élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Jacques Anouma met le turbo pour la conquête du fauteuil de président de la CAF à Abidjan. Le pays émergent qui nous apprend également que Luc Atroko est reconduit à la tête de l'Association nationale des communes du Bénin. Le potentiel, bureau de 15 membres au 4e congrès de l'ANCB, rien pour les FCBE, tout pour le tandem UPBR. Luc Setonji Atroko, élu président une nouvelle fois. Conseil des décideurs de la RKI ONG, les nouvelles orientations de l'organisation exposées. Et puis 2 malfrats mis hors d'état de nuire à qui libre. Information donc à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Potentiel. Le challenge à présent, nouveau bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Les 77 maires font confiance à Luc Setonji Atroko et puis Malik Gomina tient le secrétariat général de l'ANCB. Grand fait et grand homme de l'année 2020, Sakina Aruna, l'héroïne d'une nation, Thierry Gandaro, l'infatigable promoteur de l'excellence au Bénin, et puis le projet Arche dans sa phase active, Félix Iroko, une perte énorme pour la nation. Matin libre pour finir. Christian Dandédian, présidence plutôt de l'ANCB, Luc Atroko reconduit. Et puis, Who is Who, qui est qui? À la une donc de Matin Libre, ceux qui ont fait 2020, le journal qui donne à voir les photos du président actuel Patrice Talon, le ministre de l'économie et des finances Romiad Wadani, la photo de Rekia Madougou, celle des 2 anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, le maire actuel de Cotonou Luc Atroko, le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla, Moïse Kérékou, le professeur Joël Aïve, le ministre de l'eau Sabmou Adambi, l'ancien ministre de l'économie Souboni Yayi Komi Kouché, et puis le procureur de la République Mario Metonou, le maire de Djougou Malik Sebou Gomina, Sabi Siras Korogone de MPL, Sébastien Adjavon, le procureur de la Criette et Olivier Boko. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité donc qui revient sur l'animation de la vie politique. Fraternité qui parle de FCBE, les démocrates, la lutte pour l'hégémonie. Et voilà justement le journal qui nous renvoie donc à la présidentielle du 11 avril 2021. Que fera donc l'une et l'autre de ces 2 formations politiques, en tout cas la lutte pour l'hégémonie, à lire en page 3 du quotidien Fraternité avec Angelo Dosoumou qui ce matin a mené son analyse en fin d'édition. Nous y reviendrons avec Séraphin Siro, mais entre-temps au forum de discussion nous aborderons le sujet. À la une des journaux, on parle du 4e congrès ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. Luc Atroko, maire de Cotonou, est réélu donc président de cette association. Le secrétariat général est désormais gardé par Malik Seibou Gomina. Il est le maire de la commune de Djougou et le trésorier général Anan Charlemagne Nyankouti, le maire de la ville capitale, la ville de Porto Novo. Alors, quel défi pour ce nouveau bureau dans la sécurisation du foncier? Question à poser ce matin à notre invité
invité du jour, Franck Kenevo. Il est expert en décentralisation. Il sera avec nous juste après le forum de discussion. Prenez donc ces différents rendez-vous. Dans un instant, le mini-journal. Et ce sera avec vous, Ingrid. Vous nous avez manqué hier. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Christian. Vous êtes là. Bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, le 8e congrès ordinaire de l'association Novitia tenu samedi dernier à Grand Popo. Un rendez-vous de 2 jours qui a permis aux acteurs d'échanger autour du thème « Maintenir toujours allumée la flamme de Novitia ». À suivre également la 4e édition de l'Université de vacances de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La responsabilité du formateur à l'ère de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, c'est le thème retenu pour cette édition. Merci beaucoup. Le développement de ces titres dans un instant et avec vous. On ouvre notre mini-journal de ce mardi matin avec le 8e congrès ordinaire de l'association Novitia. C'était samedi dernier, organisé sur 2 jours. Le congrès a été sanctionné par la relecture des tests de l'association et puis le renouvellement du bureau. Les travaux se sont déroulés autour du thème « Maintenir toujours la flamme de Novitia allumée ». Le point des travaux avec notre équipe de Locosa, Geoffroy Mensan et Florent Dou. Annoncé depuis quelques mois, le 8e congrès ordinaire de l'association Novitia est une réalité. Organisé à la place Novitia de Grand Popo, sous le signe du respect des gestes barrières à la COVID-19, les travaux ont été lancés dans la matinée du samedi 19 décembre 2020. Oui, je suis en joie et ému par l'organisation et l'observation des règles barrières qui vous a caractérisé face à la pandémie de COVID-19. Ce congrès intervient à une année marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a conduit à l'annulation de l'édition 2020 de la fête de Novitia. Il intervient aussi à 6 mois environ de la célébration du centenaire de l'association. Qu'il plaise à Dieu de nous donner la paix pour l'heureux aboutissement de nos travaux. Soyez les bienvenus chez nous, chez vous. Nous sommes tous des frères et l'arbre de notre fraternité ne se cassera jamais. Chers congressistes, aujourd'hui, nous voici à un tournant décisif. Une fois de plus dans la vie de notre chère association Novitia. En effet, un congrès est toujours le lieu de l'émergence de toutes les ambitions. Gardons la fraternité et faisons une introspection de nous-mêmes. Ce congrès qui s'ouvre va durer 2 jours. Il a pour thème central « Maintenant la flamme de Novitia, toujours allumée ». Ce thème nous interpelle tous et nous recommande de nous investir davantage pour la sauvegarde et la promotion des idéaux de l'association Novitia, que nous rêvons plus social, plus grand et plus attrayant à l'avenir. Œuvrons-y tous. Ensemble, donnons à présent la preuve de notre ferme engagement pour le bon déroulement des travaux inscrits à l'ordre du jour de ce congrès, qui, je l'espère, aboutira à des résultats élogieux. Les travaux de ce congrès seront consacrés, entre autres, à l'adoption des différents rapports du Bureau exécutif fédéral, au toilettage des tests de l'association, ainsi qu'au renouvellement des instances dirigeantes de l'association. Je voudrais donc alors saisir du haut de cette tribune l'opportunité
qui m'est offert pour exhorter tous les participants ici présents à une participation active aux travaux de ce 8e congrès, afin qu'au sortir de cette rencontre, des résolutions fortes et des recommandations pertinentes soient prises afin d'impacter durablement la vie de l'association qui, au Bénin, reste une référence de par son ancienneté, son sérieux et les actions de développement qu'elle mène au profit des communautés. Plus vieille et plus grande association du Bénin, l'association Novicha existe depuis 1921. Elle réunit les communautés Khoula et Khouida autour de la fraternité. La mémoire des pères fondateurs de l'association a été saluée durant cette cérémonie d'ouverture. Et nous allons maintenant parler de cette tournée du ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, Ingrid Day. Il était sur le chantier de construction et de modernisation du marché Rondjro d'Abomey. Lancés il y a plusieurs mois, les travaux en cours annoncent selon le ministre du cadre de vie de belles infrastructures à la fin du projet. Après le marché, l'autre s'est rendu sur le chantier de construction du stade Omnisport de la ville, puis a sillonné les artères aménagées dans le cadre du projet asphaltage. Et maintenant, Damosso nous fait le point. 22% de réalisation contre un délai contractuel restant de 40%. Les travaux de construction et de modernisation du marché Rondjro d'Abomey semblent piétiner. Mais les innovations et modifications de stand-in apportées au projet initial et qui sont quelque peu responsables du retard constaté, rassure José Didier Tonato. Le ministre du cadre de vie était sur le chantier ce jeudi. Il a saisi l'occasion pour échanger et instruire l'entreprise afin qu'elle accélère les travaux. Je pense que les conditions sont remplies. On s'est parlé, on va retravailler les plannings. Nous allons voir la zone de préfabrication et l'installation de la centrale béton. Je suis très optimiste par rapport à ce que j'ai vu. Donc c'est possible que le marché d'Abomey soit délivré en qualité et en temps. Après le marché Rondjro, José Didier Tonato et sa délégation se sont rendus au stade Omnisport d'Abomey. Ici, les travaux ont beaucoup évolué. La pelouse et les caniveaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont totalement terminés. Le bâtiment administratif et la tribune sont presque achevés. Mais malgré ce niveau d'exécution des travaux, le pari de livrer l'infrastructure avant la date du 31 janvier 2021 semble ne pas pouvoir tenir. La faute, selon l'entreprise, est imputable à la pandémie de la Covid-19 et est aussi due, selon la mission de contrôle, au sous-effectif des ouvriers. Si nous arrivions à contraindre l'entreprise à augmenter son personnel et à multiplier le nombre d'équipements que nous avons, comme l'entreprise même nous a promis, je crois qu'on pourra s'en sortir plus rapidement parce qu'à l'allure où ça va, ça ne nous honore pas. Avant la fin de la semaine prochaine, tout ce qui est charpente sera repris. Les fermes vont finir cet après-midi, il ne restera que les pans. Du côté de l'assainissement, ça a évolué avec la pose aussi des pavages. L'air de foot, la pelouse et la piste, tout est terminé là. Il ne reste que le traçage au niveau de la piste d'athlétisme. Le bâtiment également, nous sommes en train de finir le carrelage. Dès la semaine prochaine, ce sera la pose des équipements de plomberie. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de reprendre en détail le planning qui permet l'atterrissage au 31 janvier où nous allons le percevoir ensemble. Le planning, ce n'est pas seulement de dire nous allons faire de telle période à telle période. Il faut préciser sur le planning comment on le fait, la mobilisation de personnel et la mobilisation du matériel qui permettent de tenir ce planning. Avant de quitter Abomey, le ministre du cadre de vie a sillonné les infrastructures routières réalisées dans le cadre du projet asphaltage. La visite entre dans le cadre d'une tournée entamée par l'autorité. Après la cité des Weba-Djavi, d'autres localités vont aussi recevoir les jours à venir la délégation conduite par le ministre José Didier Tonato. Descente du directeur général de l'agence béninoise pour l'environnement sur le site Ramza du village de Aïguenou dans la commune de Trampopo. C'est dans le cadre d'une opération complémentaire de mise en terre de 5000 plants de palétuvier blanc sur une superficie de 500 mètres carrés. C'est une opération de reboisement qui se mène ici. Nous sommes sur un site, Ramsar,
situé dans le village de Aïgenou, dans la commune de Grand Popo. L'opération est menée par l'Agence béninoise pour l'environnement, ABE, et porte sur la mise en terre de 5000 plants de palétuviers blancs sur une superficie de 500 mètres carrés. On a choisi ce site parce que c'est un site qui était beaucoup délabré. Les mangroves n'étaient pas là, ce qui fait qu'il y a l'accentuation de l'érosion lagunaire. Donc on a décidé, l'ABE, de prendre en charge dans ce site qui fait 2,5 km de long sur environ 1 km de large. Et c'est là qu'en 2019, en 2020, nous avons mis des plans. Ce site de Aïgenou a été identifié par l'ABE depuis fin 2018 pour la commémoration des Journées mondiales des zones humides ou Convention Ramsar. La cérémonie d'aujourd'hui est un complément de la cérémonie de 2020 parce qu'on avait promis mettre 10 000 plants. Mais on avait trouvé que un peu moins de 4 000 plants. On a promis aux populations de revenir pour mettre les 5 000 restants. Donc c'est maintenant qu'on a eu les 5 000 et nous avons couplé cela avec la retraite stratégique de l'ABE qui a eu lieu ici le mercredi et jeudi dernier. Pour la réussite de l'opération et le suivi des plans, l'ABE s'appuie sur une ONG locale et des groupements de femmes. Les plants mis en terre ont été choisis à dessein. C'est les mangroves qu'on appelle aussi les palétuviers, qui poussent souvent dans les zones saumâtres, c'est-à-dire à la fois salées et zones douces. Mais ne peut pas pousser dans les zones salées-salées, ni dans les zones douces. Donc c'est les zones saumâtres où ça pousse. C'est pourquoi on met ces plants-là. Ça permet de fixer le sol, ça résiste à l'érosion. Il faut souligner que la Convention de Ramsar est relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée Convention sur les zones humides. Le Bénin dispose actuellement de 4 sites Ramsar. Tout le sud du Bénin est une zone humide. Il y a 2 sites au sud du Bénin. Le site D17 sur lequel nous sommes, qui part de la frontière jusqu'à un peu environ de Ouida, disons, et le D18 qui quitte Ouida pour aller vers la frontière du Nigeria. On a aussi 2 sites au nord, le 1668 et le 1669, qui sont un peu vers le parc d'Ouvé et Pindiari. La Convention Ramsar a été adoptée le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides qui visent à enrayer leur dégradation ou leur disparition. Elle est entrée en vigueur au Bénin le 24 mai 2000. Bientôt ouverte à la circulation, la route Zandianando-Banamé parvient pratiquement achevée. Le ministre Hervé Réhomi est allé faire le constat du niveau d'exécution des travaux sur le chantier. Il a saisi l'occasion pour recueillir les observations et les doléances des populations sur les écueils laissés par les réalisations des travaux. On retrouve Imet-Hélène Amonso. Cette séance pour recueillir des populations leurs appréciations, observations et doléances, celles relatives à la réalisation de la route Zainado-Banamé-Paouia ainsi que les bretelles Kogede-Zakota et Kovek-Banamé. Au niveau du CEG Banamé, l'accès au CEG Banamé actuellement n'est pas facile. L'accès aux maisons de la population de Sowe désormais est difficile. Au niveau de l'arrondissement de Dantan, il y a beaucoup d'écoles primaires qui sont au bord de la voie. On a connu déjà 3 morts au niveau de l'école primaire publique de Tan. D'une importance capitale pour la région, les infrastructures en cours d'achèvement présentent à plusieurs égards de multiples avantages. Elles vont permettre de désengorger le trafic sur certaines routes inter-États. Ces infrastructures routières offrent également un couloir idéal pour évacuer rapidement les biens et marchandises. Du fait que l'ensemble des eaux ont été envoyées dans l'exutoire naturel qu'est la forêt sacrée Ponzoum, l'ouvrage qui a été réalisé sur le cours d'eau Vovoé à Toué est devenu plus petit en saison pluvieuse. Il n'y a que Touégon qui est coupé de l'ensemble des autres parties de la commune. Tout au long de la traversée de la ville même, il y a certaines parties où les ouvrages d'assainissement réalisés sont à ciel ouvert, ne sont pas fermés. Il y a certains passages qui ne sont pas encore réalisés. Or, ces passages permettent aux populations d'accéder aux champs. À
la suite des échanges, le ministre Hervé Khéhome, initiateur de la rencontre, est descendu sur le chantier. Le ministre des Infrastructures et des Transports a pu constater les difficultés d'accès aux lieux de travail, domicile ou ferme soulignées par les populations bénéficiaires rencontrées. L'autre point ayant retenu l'attention de l'autorité ministérielle est le niveau d'exécution des travaux sur l'axe Zanyando-Bonamé-Paouyan, long de 57,2 km. Les travaux de terrassement, de réalisation de chaussées et autres ouvrages de franchissement sont terminés. Une évolution qui réjouit plusieurs membres de la délégation. L'accès d'ici à Paouyan permet d'éviter d'aller contourner par Boycon et pour qui vient de Louémé ou qui quitte ici pour aller dans le nord, vous constatez que l'accès est très facile. La route que nous sommes en train de visiter est très longue. Elle part de Covey jusqu'à Paouyan. Dans l'ensemble, les travaux sont très bien faits et sont presque à leur achèvement. Estimées à 114,4 km, les infrastructures dans leur entièreté sont presque achevées et reçoivent déjà du trafic. Elles seront provisoirement réceptionnées dans les prochaines semaines. Réalisées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, ces voies ont été aménagées dans le but de désenclaver la région Agoni et de favoriser son essor économique. Autre pan de l'actualité à présent, cérémonie de reconnaissance de nobles services rendus à la nation béninoise. Des cadres des ministères et des partenaires techniques et financiers se sont vus distingués en début de week-end dernier par les 3 ordres du système éducatif. Au nombre de 8, ils ont reçu chacun des lettres de félicitations pour les efforts consentis dans l'exercice de leurs fonctions. Les précisions avec Teddy Goudalo et Wahab Alibara. Cette remise de lettres de félicitations par le chef de file des 3 ordres du système éducatif béninois est symbole de la célébration des mérites des cadres, des ministères et des groupes de partenaires techniques et financiers. Leur dévouement à la cause nationale a donc payé. Il faut que nous ayons ce courage de célébrer les mérites. Le chef de l'État l'a rappelé il n'y a pas longtemps que nous n'aimons pas trop célébrer les mérites, nous aimons surtout tirer sur ce qui ne va pas. Mais je pense que le mérite peut drainer justement ce qui ne va pas vers ce qui va. Et donc, merci beaucoup pour ces initiatives. C'est donc la technicité et la bravoure de 8 ressources humaines qui sont ici célébrées. Le noble service rendu à la nation a permis l'éclosion du secteur éducatif à travers la conduite de plusieurs projets et programmes. Ils prennent en effet l'engagement solennel de poursuivre dans le sens du rayonnement de l'éducation nationale. Chers cadres et chers partenaires techniques et financiers, comment ne pas vous rendre cet hommage bien mérité après tant d'espoirs ayant permis à notre pays de faire face aux dépenses occasionnées par les défis de la scolarisation de ses enfants. Au nom du peuple béninois, du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon et de son gouvernement, au nom des ministres en charge de l'éducation et à mon nom propre, je salue les femmes et hommes de qualité que vous constituez. Ces lettres de félicitations ne sont pas une fin en soi, reconnaissent les récipiendaires. Ils invitent la jeune génération à leur emboîter le pas pour qu'ensemble les résultats escomptés pour le secteur éducatif soient atteints. Le ministre Marignon Kakbo a procédé samedi dernier au lancement de la 4e édition de l'Université de vacances de l'enseignement technique et la formation professionnelle. La responsabilité du formateur à l'ère de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, c'est le thème retenu pour cette édition. L'interhospitalière et Cité de l'Espérance, l'OCOSA, dans le département du Mono, est le lieu choisi par ces acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour l'édition 2020 de leur université de vacances. Et ils sont plus précisément dans les locaux du lycée des jeunes filles de l'OCOSA. Le premier objectif doit amener les participants à s'approprier les grandes lignes de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Le deuxième objectif
c'est qu'après cet exposé, que nous fixons, donc c'est de fixer les responsabilités du formateur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle aujourd'hui. Et enfin, le troisième objectif, monsieur le ministre, après les échanges, après avoir fixé les responsabilités du formateur, nous allons revisiter les curricula de formation pour les deux métiers pour lesquels les enseignants sont ici présents. Organisée du 17 au 21 décembre, cette université de vacances, dont les portes s'ouvrent ici officiellement, est axée sur le thème « La responsabilité du formateur à l'ère de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle ». L'université de vacances est un creuset d'échanges, de formation, de partage d'expériences pédagogiques exclusivement réservé aux enseignants. Et la thématique de la présente édition est qui rassemble les filières de la mécanique générale et de l'électronique vient à point nommé. Il est démontré de tout temps que le développement d'une nation est impulsé par le développement de la formation professionnelle. L'organisation est assurée par la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle répond désormais à une nouvelle dynamique impulsée par le président Patrice Talon et son gouvernement. Notre pays, comme la plupart des pays confrontés à la question du chômage et du sous-emploi, notre pays a donc décidé d'axer son économie et de l'orienter vers la transformation structurelle. Et pour y arriver, il est prévu que l'un des leviers sur lequel il faudra agir, c'est l'enseignement, mais surtout l'enseignement et la formation technique et professionnelle. L'effectif des participants à cette université de vacances est composé principalement d'enseignants des filières de la mécanique et de l'électronique. Il est attendu d'eux une mise à niveau de leurs connaissances par rapport aux réalités de l'heure et à l'adaptation du curricula de formation aux lois du marché. Pour permettre à ses concitoyens de disposer d'une parcelle en cette période de fête de fin d'année, la société Jessica Bénin lance une spéciale promotion de vente de terre à partir de 150 000 francs CFA. C'est à travers une caravane que l'annonce a été faite aux populations. Suivant. Grande caravane de Jessia Bénin dans quelques rues des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour annoncer la bonne nouvelle. Des parcelles 100% sécurisées à partir de 150 000 francs CFA au profit des populations. Une spéciale promotion de fin d'année qu'organise Jessia Bénin pour permettre à tous les Béninois de disposer d'une parcelle. 150 000 francs, ce n'est pas des histoires, c'est réel. C'est réel, les parcelles sont vraiment disponibles avec seulement 150 000 francs. Vous vous rapprochez de Jessia Bénin. On vous amène déjà à visiter la parcelle bien même avant que vous n'effectuez votre paiement. Tout ce qui doit être fait en amont avant la commercialisation de ces parcelles, Jessia Bénin prend déjà ses précautions, y compris avec son cabinet juridique, parce qu'à Jessia, nous avons un service juridique qui se charge déjà de la formalisation. 5 à 20% de réduction attendent les acquéreurs de parcelles dans toutes les zones du département de l'Atlantique chez Jessia Bénin. En plus de ces réductions, des lots en nature sont également disponibles au profit des acheteurs à travers un jeu tombola. Nous disposons des parcelles à partir de 150 000, plus précisément à l'ADA. À l'entrée de Tofor, nous avons des parcelles à Kpaou, à Dovier, à 3 millions. Nous avons des parcelles à Zundja, à 5 millions. Nous avons des parcelles à Révia, là ça commune 2 millions, le casier avec titre foncier. Quand vous achetez une parcelle avec Jessia Bénin aujourd'hui, vous êtes tranquille et paisible. Vous n'avez plus d'histoire avec quelque chose. Et ce qui est encore meilleur, quand vous achetez une parcelle à Jessia Bénin, vous n'avez pas de tracasserie à faire. C'est Jessia Bénin qui s'occupe même des formalités, même jusqu'à la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, et vous revenez tout simplement retirer vos documents. Et toutes ces formalités, nous les faisons dans un temps record.
La spéciale promotion de fin d'année se poursuit jusqu'en janvier 2021. Gessia Béné est en effet une société qui a de l'expertise immobilière, de l'assistance technique en construction et suivi de chantier. Plus d'une centaine de tenues réalisées et exposées au grand public le week-end écoulé. C'est dans le cadre de la première édition du défilé de mode organisé par le centre de formation Elisabeth Couture. Objectif, faire la promotion du pain tissé, localement appelé Kanvo. Clément Achari. C'est une soirée spéciale avec à la clé des tableaux sans pareil. Des mannequins de trésors, de bonne aventure et bien d'autres qui filent et défilent sur scène. Un défilé de mode qui vient sonner la mobilisation autour de la promotion du pain tissé appelé Kanvo. Des modélistes du stylisme engagés à vendre ce Made in Benin. Et pour cette édition, de nombreuses personnalités ont signé leur présence pour rehausser ce défilé de mode qu'organise Elisabeth Couture. Plus de 154 tenues avec une variation de modèles accrochants. Une soirée riche en couleurs grâce aux couleurs diversifiées et prestigieuses du pain Kanvo. L'événement de ce soir, il a été fait dans le but de mettre en valeur le pain tissé Kanvo. Le mélange du Kanvo avec le textile uni, afin de permettre aux jeunes, à la vieille génération, de pouvoir mettre le Kanvo n'importe où, pour des sorties, pour le travail, pour l'administration publique, pour tout type de cérémonies et d'événements possibles. Plus de 154 tenues en Kanvo avec le textile uni. Nous avons réalisé des tenues, des costumes, des gilets, des pantalons, des robes de soirée, des robes traînes et des robes pour des dîners de gala. Ce défilé de mode de promotion du Kanvo a été l'occasion pour les invités et le public de rendre de vibrants hommages aux jeunes Judicaël, promoteurs de cet événement. Ces derniers ont également promis d'être le porte-parole d'Elisabeth Couture dans leur milieu respectif. J'aime beaucoup la mode et j'ai aimé l'initiative du styliste qui a organisé ce défilé. Donc j'ai voulu l'accompagner pour le soutenir dans son initiative. Beaucoup disent que le Kanvo est difficile à porter, c'est lourd et tout, mais je trouve que c'est très bien. Il faut apprendre à le porter et vous allez l'apprécier. Ce que nous allons demander d'abord aux autorités, c'est de nous faire confiance. De nous faire confiance quand nous avons les projets, de nous faire confiance et de nous soutenir. Parce que d'abord, quand le projet vient, c'est pour nourrir la population. C'est pour nourrir les plus jeunes, les adolescents, et de satisfaire un tant soit peu l'image de notre culture. Vous allez constater que ici, j'ai d'abord passé par le Akonhou, qui a fait l'origine même du Kanvo dans les danses. Et ici, vous voyez beaucoup de choses. La soirée s'est achevée par une séance de vente à l'américaine qui a permis au public de repartir avec des tenues réalisées par les stylistes du centre Elisabeth Couture. Le centre s'engage à faire davantage la promotion de ces pains tissés et promet de nouveautés pour les éditions prochaines. On parle maintenant de la mise en œuvre du projet Action artistique au profit des acteurs culturels. La deuxième étape de l'initiative du gouvernement s'est ouverte au centre culturel Wallo Dance Center d'Abomey-Calavi. Pour cette deuxième phase, plusieurs types de spectacles sont prévus. Reportage. Du spectacle ici au centre culturel Wallo Dance Center dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette rencontre de danse traditionnelle est la mise en œuvre du projet Action artistique au profit des acteurs culturels initié par le gouvernement à travers son ministère en charge de la culture. Une manière pour l'État de remettre les acteurs culturels sur scène après la période de crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est une initiative très louable, très louable. Et moi, mon souhait est que cela continue. Qu'on continue pas animer les centres, pas animer ces centres qui sont créés par des Béninois.
surtout en ces temps de Covid où tous les artistes sont en chômage, qu'on anime ça régulièrement. Cette crise de la Covid-19 a impacté de façon extrêmement féroce notre secteur de la culture et des arts. Et je salue cette dynamique initiée par le ministère du Tourisme et de la Culture du Bénin. Une dynamique qui permet à la fois de réactiver cette économie des arts et de la culture et en même temps de créer une opportunité inédite, en tout cas pour moi, de découvrir et de m'immerger dans la diversité, la vitalité des traditions et du patrimoine culturel immatériel du Bénin. À cette deuxième étape de l'initiative, consacrée essentiellement à la danse patrimoniale, 10 groupes de ballets ont égayé le public. Plusieurs types de spectacles sont prévus dans différents centres pour permettre aux acteurs culturels de mettre de côté le stress qu'a engendré l'apparition du coronavirus dans le secteur. Vous aurez des spectacles de danse au niveau des danses contemporaines et des danses urbaines. La semaine prochaine, à partir du 25, vous aurez les spectacles de musique. Le 25 décembre, musique moderne au Artistique Africa. Toujours le 25 décembre à Mistrété, au SAC, il y aura un second spectacle de musique moderne. Les 2 spectacles vont se dérouler à la même heure. Vous avez le lendemain, le 26, un spectacle de musique à Parakou et un second spectacle de musique à Natitengu. Autant de programmes concoctés pour meubler les différentes rencontres de spectacles. Les populations environnantes de ces centres culturels concernés sont invitées à effectuer le déplacement pour faire du projet Action artistique au profit des acteurs culturels une réalité. Voilà, c'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de journée à vous. Merci à vous, Ingrid. Bonne suite de journée du mardi tout à l'heure quand il sonnera à 13h sur Canal 3 Bénin. L'autre rendez-vous d'information à prendre, c'est bien sûr la grande édition de la mi-journée, le 13h sur Canal 3 Bénin. Eh bien, hier, les maires se sont retrouvés à Cotonou pour le 4e congrès ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. On vous l'annonçait depuis ce matin donc. Un nouveau bureau est élu avec à sa tête le maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo. Et quand on sait que les communes du Bénin sont confrontées aux problèmes de sécurisation du foncier, eh bien, quel sera alors le défi à relever pour la nouvelle mandature de l'ANCB? Question que nous poserons à notre invité ce matin, Franck Kenevo. Il est expert en décentralisation et gouvernance locale. Il sera avec nous tout juste après le forum de discussion. Le problème sera également abordé tout à l'heure, disons, au forum de discussion, avec le plateau des débatteurs André Dossa, Wahab Kwara, Akime Ousseni et Herman Parfait Nyamboussou, que nous allons installer pendant que passe la pub. À Noël, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. C'est la fête de Noël, on attend ce moment depuis longtemps. Alors, entrez dans la danse des bouquets Canal+, grâce au décodeur à 1000 francs seulement. Je vis comme dans un rêve. Révisez vos classiques sur Trace Christmas. Chauffez votre voix devant la Reine des Neiges 2. C'est à toi, Olaf. Déhanchez-vous sur les meilleures chorégraphies de l'UEFA Champions League et tordez-vous de rire devant Maman et sa bande. Fini les vacances, on se met au travail. On va passer Noël, tout est prêt pour qu'on profite de Noël. Moi, me donne des compteurs, s'il vous plaît. Je sors si tu as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans votre déplacement. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin.
Comtesse, le plaisir de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le résident du 3e millénaire, ça c'est une structure qui marche très bien. Il achète des parcelles, il revend les parcelles. Et les gens s'intéressent et les gens viennent et les gens achètent plein de trucs chez lui, auprès de lui. Les gens n'ont jamais eu de problème quand il achète des trucs. Même s'il essaie de négocier, il n'a jamais de problème. Je vous rassure, les nouveaux acquéreurs qui désirent acheter auprès du 3e millénaire, il faut qu'il ait confiance, une très très grande confiance. J'ai intégré la parcelle depuis l'année 2000 jusqu'à ce jour. Donc sur la parcelle, nous n'avons pas un problème, aucun problème. Il fait bon vivre chez nous, à Pau ici. Nableouya, Athènes, Paris, France, fit debout. Rien à quoi avec le 3e millénaire. Problème debout avec ton roi. Et quand on a population, à grand verre d'un go. Et au gigot est dessous, parce que d'ailleurs, si il y a l'automéfie, et bien, on pompe, micro de pompe, au naturel d'automéfie. Comme la tortue, à chacun son toit, les résidences du 3e millénaire vous offrent des parcelles non litigieuses avec titre foncier. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Allez, nos discussions s'ouvrent sur Actu Matin. Akimé, André, Herman, Wahab, bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. On va parler politique, parler de la présidentielle de 2021 qui s'approche de nous, et ce à grands pas. Faire un tour du côté de l'opposition, voir un peu l'animation politique au sein de l'opposition. De plus en plus, on voit les démocrates au devant de l'actualité politique, au devant de la scène politique, surtout au lendemain de ce récépissé que le parti a obtenu du ministère de l'Intérieur. Alors, messieurs, est-ce que vous y voyez une bataille en perspective pour, assurer l'hégémonie, comme l'a titré le quotidien Fraternité ce matin, la suprématie entre FCBE et le parti politique Les Démocrates, l'un par rapport à l'autre. Herman Anyangosou. Oui, ce qui est certain, vous savez qu'avec le départ ou l'annonce de la démission de Boni Yayi du parti FCBE, alors même que Foscolo Bénin, mais quand on parle de Kori en général au Bénin, on sait que c'est Boni Yayi. D'ailleurs, quand on fait un tour du côté de Kadjaon, sur le mur de sa maison, il n'y a que le Kori trône, ça trône majestueusement. Alors qu'aujourd'hui... Vous voulez lui rappeler ça, il dit c'est sûr certain qu'il va l'enlever. C'est certainement qu'il va l'enlever, c'est vrai. Que désormais, compte tenu du fait que désormais, Foscolo Bénin émergent, il n'est plus ni leader, ni président d'honneur et tout, et qu'il a choisi de faire désormais front avec les démocrates. Je pense que désormais, effectivement, au niveau des forces émergentes, il y a quand même un gros morceau qui est parti. Et ce gros morceau-là, c'est forcément Boni Yayi. Et donc, une fois que Boni Yayi a rejoint les démocrates, vous voyez désormais, les démocrates avec le plus de position sur la scène politique, ça permet désormais, ou ça vous la voit à une autre manière de voir les choses. Parce que justement, on a traité Force Bénin émergent, en fait, la Force Kori, présidée par Paul Humpé et les siens, on a traité cette Force Kori-là
de l'autre face de la gouvernance talon. Et donc aujourd'hui, avec la prise de position des démocrates, ça apporte un peu de l'eau au moulin et donc ça anime un peu le débat politique. Oui, Akimé. Quand vous entendez les leaders de ces deux formations dont vous parlez, vous vous rendez compte que d'une manière ou d'une autre, même sans pour autant être sur le terrain, il n'y a qu'une guerre est ouverte. En témoignent les invités successifs que nous avons ici sur le plateau. Alassane Soumanou Djimba, on a eu également après lui le vice-président des démocrates. Et quand vous les entendez, vous vous rendez compte que ça fait deux formations qui se battent pour, je dirais, avoir le lead de l'opposition parce qu'ils se mènent un combat, je dirais, de représentativité et puis, je dirais quoi, de qui c'est qui a véritablement l'assentiment du peuple en griffe, pour dire les choses comme ça, en ce qui concerne les prix de position relativement à la gouvernance de Patrice Talon. La force que le Premier Bénin émergent s'en réclame, autant que les démocrates. Donc, c'est clair que d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a on va en assister suffisamment sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux formations politiques ont ceci de commun. Quand on m'a donné, la plupart ont participé à la gouvernance d'il y a 10 ans du chef de l'État, l'ancien Boniaï. Et donc, je crois que c'est sur des questions d'ego, il faut dire les choses en tant que telles, que, eh bien, ils en sont arrivés aujourd'hui à se départir pour qu'il y ait une aile qui est appelée les démocrates et puis une autre qui a fait l'option donc de passer du pluriel au singulier pour devenir la force Corée pour un Bénin émergent. Oui. D'une manière ou d'une autre, il y a qu'aujourd'hui, en termes de légalité, eh bien, elles peuvent se parler en tant que telles, puisque enfin, les démocrates ont ce fameux document qu'ils cherchaient depuis trop longtemps. En attendant donc, bien entendu, la confirmation définitive. Ça, c'est clair. Donc, en termes de lead sur le terrain, Christian, on va en assister suffisamment. Ça dépendra du discours que chacun tiendra. Mais c'est une évidence que, en termes de joute électorale et de gains tirés, la FCBE a quand même des élus au niveau de nos municipalités, ce que les démocrates n'ont pas sur le terrain. Donc, les forces positionnées, la première, c'est l'Union progressiste par rapport donc, au nombre de personnes qu'elles ont au niveau donc, de l'Assemblée nationale et puis au niveau donc, des conseils communaux. Le bloc républicain même s'y ajoute. Et puis après ça, nous avons bien entendu la force Corée pour un Bénin émergent. Donc, en gros, on va assister à une bataille, je dirais, de qui c'est qui a le lead de l'opposition, parce que, eh bien, on trouve que d'autres, comme l'a dit Eman, sont comme la face B du régime Patrice Talon, et les autres disent, eh bien, elles sont l'aile dure de l'opposition. Donc, il n'y a rien à faire. On entendra suffisamment jusqu'à la prochaine. Dans la balance, les deux partis politiques partent avec un avantage au départ. Ils l'ont rappelé tout à l'heure, Boni Yayi, qui capitalise 10 ans à la tête du Bénin. Aujourd'hui, il est président d'honneur de ce parti, des candidats à rien, ça il faut le rappeler. Et d'un autre côté, nous avons les forces Corée pour un Bénin émergent qui ont quand même cette chance de participer aux dernières élections communales et qui aujourd'hui ont des municipalités, en tout cas des mairies, qu'ils contrôlent. Alors, lorsqu'on regarde un peu ce que nous avons dans la balance, qui, selon vous, prendra le lead en 2021 ? Bon, en 2021, comme on n'est pas encore en 2021, il vaut mieux parler d'abord du présent, c'est-à-dire des actions posées sur le terrain et voir peut-être la force de frappe des deux partis et commenter pour ne pas dire juger. Oui, Herman et Akimé ont rappelé l'avantage des deux partis. Il y a que ce que les deux partis ont en commun, c'est d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à la gouvernance de Boni Yayi. Aujourd'hui, les démocrates ont un avantage. L'avantage, c'est d'avoir la caution de Boni Yayi qui, d'une manière ou d'une autre, a une popularité si on doit comparer avec... On peut justement rappeler aussi que le président de ce parti a été combattu entre-temps par Boni Yayi, ça il faut le rappeler aussi. Oui, pas le passé, mais chemin faisant, n'est-ce pas, comme c'était une guerre politique, aujourd'hui les deux se donnent la main, un Éric Oundété, président du parti, et un Boni Yayi, président d'honneur de ce même parti. Je crois que le parti Force Corée pour un Bénin émergent a fait un pas en avant, c'est d'avoir le mérite d'obtenir son récépissé bien avant les démocrates. Ça fait
une certaine ancienneté sur le terrain de l'opposition face à Patrice Talon, en dépit de l'étiquette qu'on leur accordait, justifiée ou non, ou à tort ou à raison, n'est-ce pas, l'étiquette d'être une face B de Patrice Talon ou des partis soutenant la mouvance présidentielle. Donc il y a cet avantage du parti Force Cori pour un Bénin émergent de tenir 7 mairies, pour ne pas dire 6, mais au moins être populaire ou majoritaire dans les urnes, notamment à Parakou, sans oublier les conseillers qu'ils ont ailleurs. Les démocrates ne peuvent pas se réclamer d'obtenir ou d'avoir un conseiller dans aucune municipalité, n'ayant donc pas participé aux dernières élections communales. Ils n'ont pratiquement personne à l'Assemblée nationale, à part les anciens amis du parti FCBE, devenus reconvertis donc en Union progressiste et en Force Cori en Union progressiste et en Bloc républicain. Donc c'est dire qu'aujourd'hui la guerre est ouverte. Mais l'autre avantage du parti Force Cori pour un Bénin émergent, n'est-ce pas, c'est déjà avoir, le ticket du parti de l'opposition au Bénin. Ceux-ci, c'est-à-dire les démocrates, sortent fraîchement avec le récépissé. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un autre travail qu'on fera en ce qui concerne le ticket de l'opposition pour qu'on aboutisse à ce schéma-là qu'on souhaite, n'est-ce pas, le chef de file de l'opposition. Vous voyez, donc, il y a l'ancienneté, disais-je, du parti Force Cori pour un Bénin émergent sur le terrain. Je me souviens encore une fois qu'on avait reçu Paul Ronquet ici sur le plateau, qui reconnaît, oui, que le départ de Boni Yayi, n'est-ce pas, a influencé le parti, mais qu'ils ont déjà fermé cette partie. Le parti a pris acte du départ de Boni Yayi et a travaillé peut-être à asseoir, une certaine légitimité un peu partout. André Dossa. Oui, que j'en ai déjà. Oui, on est en train de l'opposition, de l'animation politique. En fait, est-ce qu'il y a qui peut se calmer? Je sais de quoi il est. Non, mais moi je pense que, vous savez, FCBE et les démocrates ont ceci de commun qu'ils s'opposent à l'action de Patrice Talon. Maintenant, là où peut-être leur chemin se sépare, c'est dans la teneur du discours. Les uns revendiquent un discours plutôt radical, qui veulent complètement renverser la table et qui, ça je fais allusion aux démocrates, tandis que les FCBE sont plutôt un petit peu, je les trouve un brin modéré dans le discours. D'ailleurs, ils parlent plutôt d'opposition constructive. Un de leurs principaux responsables, notamment le ministre Théophile Yarou, on parlera plutôt d'alternative et non d'opposition. Qu'il vous souvienne, n'est-ce pas, lorsqu'il était passé sur ce plateau qui a montré combien il n'appréciait pas trop l'expression opposition pour désigner la frange de la classe politique qui s'oppose au pouvoir en place. Alors, donc ces éléments-là ces éléments de langage-là peut-être font dire à certains qu'en fait, ils ne sont pas une opposition et ils sont peut-être considérés comme, mettons, un prolongement du pouvoir dans le rang donc, de l'opposition, parce que il est entendu ici que quand vous êtes opposant, vous ne devez pas trouver, grâce aux yeux du pouvoir en place, vous ne devez même pas trouver des situations atténuantes. Vous devez donc chaque fois charger. Donc, il y a un combat qui va avoir lieu et qui a commencé déjà. Je crois que ça va aller crescendo entre démocrates et FCBE. Comme vous savez, les démocrates dénient à FCBE la légitimité de représenter l'opposition. Mais, in fine, vous savez, c'est le peuple seul qui décide. C'est le peuple, et à travers les urnes, qui peut décider qui est le vrai parti d'opposition, qui représente vraiment l'opposition. C'est-à-dire les citoyens béninois, les citoyens béninois qui ne partagent pas la vision de Patrice Talon, qui n'apprécient pas sa gouvernance. Lorsque nous irons aux élections, et que ce soit la présidentielle ou une autre élection, et que la famille politique de Patrice Talon est toujours réunie, ils pourront donc départager FCBE et démocrates, et on saura vraiment qui est vraiment à même de revendiquer ce droit-là. Cela dit, vous savez, à la prochaine élection présidentielle, on va assister à une sorte un combat en triangle. C'est-à-dire quoi? FCBE et démocrates contre Talon,
démocrates contre FCBE, vous voyez, et eux, bon, sans doute qu'ils vont s'émietter, ils vont émietter un peu leur force en s'attaquant entre eux et ensemble attaquer après le système en place. Tout ça, c'est pour alimenter le débat politique, le débat public chez nous. Sinon, en réalité, chacun va revendiquer ce qu'il veut, mais seul le peuple, à travers lui, à travers sa carte d'électeur, pourra décider qui est vraiment parti d'opposition ou qui ne l'est pas. Pour le moment, il faut constater que dans le débat, FCBE semble avoir une longueur d'avance sur les démocrates parce que très tôt, ils se sont conformés, ils ont participé à une consultation électorale, ils ont des élus, même si ce n'est pas assez. Et ils ont encore un avantage de plus, hein, ils bénéficient du financement public. Déjà, absolument. Et je pense même que, je ne sais pas pourquoi ça tarde, Paul Humpin devrait déjà avoir été nommé chef de file de l'opposition, avec tous les avantages qui vont avec. Il est même pressé de l'avoir. Alors, c'est ce que nous a dit. Merci de partager l'information. Les deux partis ont un ultime objectif, Akime Seydou Seni, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir en 2021. Est-ce que, au fil de l'évolution de cette actualité, de l'animation de la vie politique, on peut se retrouver à avoir un rapprochement entre FCBE et démocrates? Ça peut se faire? Bon, c'est vrai qu'on ne prédit pas des certitudes en ce qui concerne les postulats politiques, bien entendu. Mais c'est clair que, comme vous l'avez dit, il y a une évidence, les deux travaillent à une alternance au pouvoir. Le ministre Alassane Soumane Djimba, dans le séance d'André, disait ici qu'ils mettront tout de leur côté pour faire partie Patrice Talon en 2021. Et comme vous le constatez, c'est que bien, la position, elle est affichée en tant que telle. Seulement, et là je suis d'accord avec André pour dire que le ton de part et d'autre donne l'impression pour certains que, eh bien, il n'y a peut-être pas de sincérité en termes d'alternance. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Le combat va se faire sur le terrain. Mais comme vous le demandiez, je ne pourrais pas vous dire ici qu'à un moment donné, eh bien, FCBE et puis les démocrates vont finir par s'entendre pour, je dirais quoi, pour un objectif final. Un ticket présidentiel peut-être. Ça va faire un peu trop rêver, je crois. Ticket présidentiel, FCBE, les démocrates, je crois que si ça aurait été possible, ils auraient pu taire leur ego pour nous éviter qu'on ait aujourd'hui la force que le point Bénin émergent et les démocrates d'une part. Parce que quand on fait aujourd'hui le point, il y a à peine quelques 5 ou 6 qui n'étaient pas de la gouvernance Boni Yayi. Et donc, j'estime que s'ils n'ont pas réussi, il y a 2, 3, 4, 5 mois en arrière à pouvoir taire leur ego, ce n'est pas à l'occasion de la présidentielle prochaine qui vont finir par s'entendre pour faire un ticket. Non, je crois que sur ce plan, je peux me tromper, mais je reste péremptoire que les deux droites risquent de ne pas se rencontrer. Herman Anemboussou. Oui, en matière politique, je pense que tout est possible. C'est mon avis sur la question, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, 8 ans, au temps fort de la LEPI, où effectivement il y avait une certaine classe politique béninoise qui revendiquait qu'on aille aux élections dans la période sans la LEPI. Quand on a vu un peu la guerre qu'il y a eu entre Éric Goundété et Boni Yayi dans la période, lesquels se sont véritablement combattus avec l'Union fait la Nation, avec la RB, avec tout ce qui se passait, et qui a d'ailleurs suscité assez de réunions, assez de concertations à la présidence, lesquelles n'ont pas forcément produit les fruits escomptés. C'était une opposition très farouche dans la période. Aujourd'hui, vous voyez que Éric Goundété est prêt à faire chemin avec Boni Yayi parce que voulant sans doute bénéficier de la popularité de Boni Yayi. On a vu circuler sur les réseaux sociaux Boni Yayi qui allait rendre visite au roi de Tourou. Ça a suscité assez de rassemblement. Les gens ont même pratiquement mis de côté la Covid-19 parce que désormais ça brasse de partout et tout. Et donc, c'est dire que aujourd'hui, quoi qu'on dise, la FCBE, ou la FCBE, pardon, c'est vrai qu'on a été habitué à dire la FCBE a été amputée de Boni Yayi. Boni Yayi qui est forcément parti avec tout ce qu'il a. Tout ce qu'il avait ou tout ce qu'il a aujourd'hui comme étant ses partisans, étant ceux qui adoubent, ceux qui veulent voir l'homme apparaître à nouveau, ceux qui veulent écouter l'homme. On a vu que ça devait sortir par la cour. Donc du coup, aujourd'hui sur le terrain, il se passe une guerre de popularité. Est-ce que Force Kolopo Mbene émergent avec Paul Humpin et tous ceux qui l'accompagnent pèsent la même chose que les démocrates ont été et Boni Yayi en tête, parce que justement, je crois que c'est pas pour rien que les démocrates ont tout fait pour avoir Boni Yayi comme président d'honneur, lesquels d'ailleurs ont reçu leur agrément ou quoi là, et sont allés présenter la Boni Yayi. Donc, vous voyez aujourd'hui se passe sur le terrain une guerre. Et donc,
étant donné que la Constitution, ou je crois le Code électoral, je ne sais pas trop lequel des tests, a refusé le jeu d'alliance, cela ne veut pas dire forcément que quand on va aller à une élection, qu'il n'est pas permis qu'un parti politique puisse soutenir l'autre. Donc je me dis, il peut arriver que les démocrates, montrant un peu une certaine popularité très connue sur le terrain, une hégémonie sur le terrain, puissent porter avec eux la force copine émergent. C'est pas... Vous voyez la chose dans ce sens, André Wahab? Non, bon, en fait, moi je ne voudrais pas rêver trop. Vous voyez, un peu comme l'a dit Aki, mais si on a eu de mal des mois un peu plus en arrière de coller les morceaux et autres, ce n'est pas maintenant qu'on va gagner cette bataille-là. FCBE et les démocrates, c'est en quelque sorte deux faces d'une même pièce parce qu'ils ont la même origine. C'est chemin faisant que les visions ont changé. Et je crois que si on pouvait obtenir ce résultat que vous souhaitez, n'est-ce pas, ça pouvait déjà marcher depuis. FCBE a son récépissé il y a bien longtemps. Ça veut dire que la persévérance, l'endurance avec laquelle les FCBE ont fini par obtenir les démocrates plutôt ont fini par obtenir leur récépissé, n'est-ce pas, cela témoigne du fait que n'ont pratiquement pas besoin à l'heure actuelle du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Autrement, après 2-3 rejets de leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur, ils pouvaient tourner Kazakh tout en retournant peut-être trouver une formule de se repositionner au niveau du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Maintenant, quand on voit l'appétit du gain, l'appétit du pouvoir, du pouvoir, on se rend compte que se mettre ensemble multiplie les chances. Mais l'opposition n'a jamais gagné cette initiative-là, aussi bien au Bénin qu'ailleurs. Vous allez constater que à l'approche des élections, ils s'en vont, je vais parler de l'opposition, ils s'en vont en rang dispersé. Et ça diminue les chances de ces partis-là. Sinon, moi, je pense que pour une alternance en 2021, n'est-ce pas, les chances pour l'opposition, c'est quand elle se mettra ensemble. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais de toutes les façons, on va assister à une question de leadership sur le terrain. Oui, Boni Yayi qui épaule les démocrates avec une popularité, mais il se trouve que pour que cette popularité soit manifeste dans les urnes, il va falloir que le parti, les démocrates, n'est-ce pas, puisse avoir le parrainage nécessaire, poser ou présenter des candidats qu'il faut obtenir le parrainage avant maintenant que cette popularité de Boni Yayi soit manifeste dans les urnes. Autrement, les FCBE sur ce côté ont déjà une longueur d'avance, comme on l'a souligné, c'est déjà avoir les maires et peut-être avoir les facilités au niveau des, au niveau des relations. On ne les entend plus beaucoup trop se prononcer sur... Mais une chose est sûre, un grand travail se fait dans les coulisses. Peut-être que c'est la nouvelle naissance, la sortie en 2011 du récépissé pour les démocrates qui les présente un peu plus le 11 décembre, j'allais dire. Vous savez, parfois aussi, certaines popularités qu'on proclame et qu'on clame ne sont que des construits médiatiques, c'est-à-dire les journalistes qui fabriquent ces choses-là, ce n'est que dans les unes qu'on mesure la popularité d'un personnage politique. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Vous savez, FCBE et démocrates, c'est une même famille au fond. C'est la FCBE, pour la plupart, donc divisés en deux, qui se sont retrouvés de part et d'autre. Chez les démocrates, ils forment l'essentiel du groupe. Ajouté à Eric Ndete, il y a eu récemment quelques adhésions qui relèvent de mon point de vue de l'anecdote. Ce n'est pas des gens qui pèsent grand-chose, mais qui font aller faire le nombre là-bas. Donc, pour l'essentiel, c'est la deuxième partie. C'est l'aile radicale de FCBE, donc qui ont suivi Boni Yayi, donc pour bâtir autour de Eric Ndete et d'autres personnalités, le parti des démocrates. De l'autre côté, ce sont les FCBE que j'ai qualifié de modérés. En tout cas, c'est des gens qui ont refusé la belligérance politique qu'on leur propose. Il y a qu'un refus de faire dans du radicalisme, dans l'affrontement permanent à tout va, qui donc ont dit, bon, nous on reste aussi, et puis d'ailleurs ils sont allés vers le récépissé, ils se sont conformés. Donc, les deux veulent de la même chose, ils veulent l'alternance, ils veulent remplacer Patrice Talon, ils veulent donc que Patrice Talon échoue et qu'ils puissent le remplacer. L'objectif est commun, mais les approches diffèrent, la stratégie, les moyens également diffèrent. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que ce n'est qu'à
à l'élection qu'on pourra les départager. On pourra savoir vraiment quel écho les discours des uns et des autres ont reçu auprès donc de la population. Ce n'est pas dans la bouche des journalistes, dans les organes, les colonnes, ou sur les réseaux sociaux, avec les montages. Qui est qui. Le constat est là aujourd'hui que c'est clair que c'est FCBE qui semble avoir une longueur d'avance parce qu'ils ont été aux élections municipales, ils ont des élus, ils sont dans la posture aujourd'hui de parti qui a le leader de l'opposition, en tout cas, qui va occuper le poste d'ailleurs de chef de file de l'opposition, comme l'indique la loi. Plus tard, lorsqu'on aura une consultation électorale et que cette tendance-là sera renversée, peut-être que ça pourrait être les démocrates ou peut-être un autre mouvement qui n'est pas encore perspective sur le terrain et qui pourrait également peut-être se conformer et commencer à animer la vie politique nationale. Je pense que très rapidement, c'est de s'interroger aussi pourquoi le décret qui doit faire peut-être du parti Foscori pour un Bénin émergent n'est pas encore pris par le chef de l'État, parce qu'on constate que toutes les formalités, en tout cas où les conditions et critères sont remplis au niveau de ce parti. Pourquoi peut-être cela peut-être c'est un autre débat. Oui, je veux bien croire qu'effectivement on aurait pu assister un peu comme quand on a refusé, en fait, quand les démocrates étaient confrontés à des soucis par rapport à leur récépissé, on aurait pu assister à un retour un peu au niveau des à la case départ. Mais on l'a pas eu à mon avis, justement parce que vous savez, l'expérience un peu de la présidentielle au Bénin nous a montré qu'il y a des gens qui, quoique sachant bien sûr qu'ils n'ont pas plus que leur quartier comme popularité, ou même pas leur maison comme popularité, se proclamer candidat. Et donc vous voyez sur le cas de visite mettre candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Et donc, le fait pour le Bénin, le fait pour quelqu'un, un acteur politique, de se dire je suis président d'un parti politique, ça apporte quelque chose. Et donc je me dis une certaine visibilité, quoi qu'on dise. Et donc je me dis aujourd'hui, si les démocrates ont tenu bon au point de faire de Éric Bouneté le président et de Boni Yayi le président d'honneur du parti, c'est fort probable que ce soit une manière de dire bon, ils nous ont refusé de travailler avec eux, mais nous avons pu créer notre parti politique. Mais n'oubliez pas non plus, nous avons récupéré celui qui était le président. Voilà, n'oubliez pas non plus que au niveau des démocrates aujourd'hui, il y a forcément ceux qui ont été déçus des FCBE pour les élections communales, ceux qui se croyaient leaders dans leur région, qui se prenaient pour candidats aux élections communales et qui ont été déçus. Donc je pense que ce jeu se fera. Maintenant, il y a une brèche que je vais ouvrir, c'est de savoir s'il est possible pour un conseiller communal de démissionner de parti et de rejoindre le parti politique sur cette question. C'est bon, on va changer de thème. Parlons du 4e congrès ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est vrai qu'on se posait la question de savoir quand est-ce que la nouvelle mandature de la décentralisation procédera donc au renouvellement de cette instance-là, de l'ANCB finalement. C'est arrivé et c'était hier à Cotonou. Luc Atropo est réélu président de cette association. Le secrétaire général, la plume donc est tenue par Malik Sebou Gomina, et puis l'Argentin, le trésorier général de cette association, c'est le maire de Porto Novo. Une très belle équipe de 15 membres, Wakabali Para. Oui, très belle équipe de 15 membres, parce que quand on jette un coup d'œil sur le profil donc des membres, je pense que le choix peut-être n'a pas été le fruit d'un hasard. Ça a pris en compte peut-être les compétences managériales des uns et des autres. Luc Atropo, qui a une certaine ancienneté au niveau de la mairie de Boycon, d'abord en tant que maire, qui a déjà conduit la NCB durant 5 ans. Il a le doyen des maires, c'est ça? Oui, en tout cas en termes d'ancienneté, il y a ce mérite-là, il y a cet avantage qu'on ne peut pas lui dénier. C'est vrai, il n'y a pas une école où on forme les gens à devenir maire. Mais Luc Atropo, président des maires, mais dans un cas comme dans l'autre, Luc Atropo a eu ce secret, n'est-ce pas, à Boycon, je crois 17 ans. Je crois que quand vous prenez les 15, il n'y en a pas qui puissent se réclamer cet avantage-là. Ça, c'est un premier aspect. Il y a également
l'impact des actions posées par Luc Atropo durant les 5 dernières années à la tête donc de la NCB et qui doit dire a couvert des actions donc qui ont couvert pratiquement toutes les régions du Bénin. Je pense qu'il y a tout ce bénéfice qui a contribué à mener Luc Atropo à nouveau à la tête de la NCB. Oui, Akimé. Non, je crois que c'était quand même c'était évident que Luc allait remplir en tant que président de la NCB au regard de la maîtrise qu'il a des couloirs, des collectivités locales à l'interne et puis à l'international. Au niveau de l'IMF, exactement. Et donc, du coup, Luc réélu, moi, ça ne me surprend du tout pas. Et vous constatez que le bureau exécutif ou le bureau élu de cette mandature prochaine de l'Association nationale des communes du Bénin reflète la composition, la configuration politique de notre échiquier politique national. L'Union progressiste, semble-t-il, s'est retrouvée donc à être d'une manière ou d'une autre occuper certains postes et juste après, il y a comme je dirais un truc du genre. Le président, c'est bien le maire de Cotonou, le premier vice-président, c'est le maire d'Anikwara, militant de l'Union progressiste, bien entendu. Le second vice-président, c'est du bloc républicain, notre cher ami de Kouyaoui, c'est Siliak Domingo. Le secrétaire général, Malik Sebou Gomina, du bloc républicain, son adjoint, je crois, doit être aussi de l'Union progressiste, ainsi de suite. TG, voilà, le TG, c'est Nyamkouti, son adjoint, c'est le maire de la commune de Parakou. Selon vous? Oui, les deux se réclament être la première force politique, la seconde, le bloc républicain, la seconde force politique. La tendance aurait été renversée si, en temps l'occasion des communales dernières, eh bien, le BR s'était bien comporté. Donc, je crois que ça se joue beaucoup plus sur ça. Nous sommes la première force, donc, voilà, si lui qui n'est pas présent, il va falloir que ce soit encore un progressiste qui soit là. Donc, le progressiste est bien positionné, c'est le maire de la commune Banikwara. Et à la fin, on se rend compte qu'il n'y a aucun membre de la force que le point bien émergent au niveau du bureau exécutif donc, de l'NCB. Désolation. Pourquoi pas? On peut se désoler. Il s'agit de l'Association nationale des communes du Bénin, toutes les communes du Bénin. Et j'estime qu'il aurait quand même fallu qu'il y ait quelque chose qui permette aussi au FCBE de se voir concerné par la gestion des collectivités locales. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Ils étaient représentés, ils étaient conviés. Si, ils ont été conviés. Ça, c'est une... Ils n'ont pas manifesté le désir d'occuper un poste. Peut-être qu'ils l'ont manifesté et qu'ils n'ont pas eu la chance d'en avoir. De toute façon, le bureau, en termes de postes qui ont été pourvus, je crois que l'attelage il est bien fait. Président Luc Atropo, la plume, vous l'avez dit tout à l'heure, tenue par Malik Sebou Gomina qui s'y connaît bien évidemment. Je crois qu'ils n'avaient peut-être pas, ils ne sont pas trompés en jetant leur dévolu sur Malik Sebou Gomina. Et Nyankouti, on l'a entendu et on l'a vu faire à l'occasion de la mandature dernière au niveau donc, du conseil communal de Porte-Novo et de par sa carrière professionnelle. C'est un homme des chiffres. Donc je crois que c'est bien pensé, c'est bien fait. Et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ce concerte avec le maire de Djougou et le maire de Porto-Novo. Voilà. On peut se désoler à dessein de constater que FCBE n'a pas occupé une certaine position dans le bureau, mais ça vient pour ma part un peu clarifier les choses, pour montrer que FCBE reste un parti de l'opposition, parce que justement ça aurait peut-être apporté de l'eau moulin de ceux qui pensent que FCBE est l'autre face de Patrice Talon et donc FCBE ne joue pas ce rôle d'opposant. Je pense que ça permet un peu pour ma part de clarifier vraiment les choses. C'est vrai que oui, bon, je sais, je comprends Akimé quand il le dit, mais au niveau même des conseils communaux qui ont été installés, vous avez sans doute constaté que, par exemple, quand je prends le cas que je connais le plus, le Ouida ou Tori dans l'Atlantique, le parti majoritaire s'est contenté des postes de la commune et n'a pratiquement rien donné à l'autre parti qui reste minoritaire. Je pense que c'est peut-être dans l'ordre normal des choses. Maintenant, oui, que la plume du bureau ANCB soit confiée à quelqu'un, à un homme de la plume, je pense que entre Malik et la plume, si c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de tu me laisses, je te poursuis. Parce que Malik a abandonné la plume, il est allé à la mairie de Djougou. Voilà que la plume le poursuit encore
encore, et donc il le rattrape, il est fait secrétaire général de la NCBI. Donc je pense qu'il ne doit pas oublier la plume. Maintenant, Luc Atropo, président de la NCBI, c'est vrai qu'ils l'ont tous dit, l'expérience se plaît en faveur de l'homme. L'homme, il a joué sa partition parce qu'au niveau des exécutifs communaux, il essaie de jouer le rôle qu'il fallait, faire en sorte que les Lucoses, on a vu le cas de Lucose à Baïkon par exemple, de beaucoup d'autres sous-regroupements des communes, il a quand même permis de mettre en symphonie tous ces regroupements-là, de sorte que de part et d'autre des communes, on a assisté quand même à un certain développement plus ou moins équilibré. Voilà, André Dessa, le maire de la capitale, désormais président de la NCB. Non, mais je pense que maintenant les choses sont mises à l'endroit. Le président de la NCB ne devrait être en réalité que le maire la capitale de Cotonou, la ville phare du pays. Il me semble que ça lui donnait accès à un certain nombre d'autres possibilités au niveau de l'AIMF. Ça n'a pas été le cas à cause de certains atermoiements de certains maires, pas à Cotonou ici. Alors Luc a pris le bâton du pèlerin. Il a conduit cette association aujourd'hui qui dispose de son siège, qui a contribué à aider beaucoup de collectivités locales dans l'identification de possibilités de partenariats à l'extérieur, des financements, ainsi de suite. Donc je crois que aujourd'hui les choses sont remises un peu dans l'ordre. Il est bien assis sur ce fauteuil de président de l'ANCB à qualité maire de la ville de Cotonou. Depuis quelques jours, vous avez dû constater que c'est un certain Malik Gomina qui était un petit peu en pole position dans les activités de l'ANCB, notamment pour conduire la délégation de l'ANCB, je crois que c'était à Tunis, etc. J'ai vu venir déjà, n'est-ce pas, ce qui a été confirmé à l'occasion de ce congrès, à savoir qu'on lui a confié d'importantes responsabilités. Il est connu, je crois que Luc Atropo et tous les autres le connaissent bien, et ils savent tout ce qu'il est en mesure de leur apporter pour l'épanouissement de cette association, pour le rayonnement de nos collectivités locales, également à l'international, dans ce creuset notamment de l'AIMF. Donc je crois que c'est une très belle idée, c'était très bien de l'avoir mis à cette position-là. Vous avez vu la colonne vertébrale de ce bureau, le président, le secrétaire général et le trésorier général. Yankoti Charlemagne, qui est un gestionnaire, qui est aussi un jeune, qui a beaucoup d'ambition également. Je crois que c'est une très belle composition de ce bureau de l'ANCB. Mais croyez-moi, chers amis, l'ANCB, c'est pas aller écrire, c'est pas par exemple la plume, il n'y a pas écrit des articles. Charlemagne Yankoti non plus. Vous savez, les maires, les collectivités locales actuelles ont de gros défis à relever. Le défi du foncier, la sécurisation du foncier, et surtout, ils ont un grand rôle à jouer dans la modernisation de l'état civil au Bénin. Vous voyez, nous avons des collectivités locales où les maires, les chefs d'arrondissement ont du mal à savoir combien de citoyens décèdent dans leur localité. Parce que ces choses-là ne sont pas bien organisées dans nos différentes localités. Ils ont aussi le défi de la mobilisation des ressources. Vous allez observer que beaucoup de collectivités locales aujourd'hui luttent pour dématérialiser, en tout cas pour réorganiser les services donc, de recouvrement, n'est-ce pas, au niveau de leurs différentes mairies. Je crois que les défis sont colossaux et ils ont vraiment du boulot et ils ont ceci avec cette qualité, c'est-à-dire quoi, cet avantage, je voulais dire, c'est leur jeunesse, le fait qu'ils ont beaucoup d'ambition et que vraiment, je leur fais confiance, je pense qu'ils pourront réussir. Au risque de nous répéter sur les défis à relever, nous allons recevoir dans un instant un invité qui va nous en parler de long à large, puisqu'il est expert en décentralisation et gouvernance locale, Franck Kenevor, que nous allons recevoir dans quelques secondes. Oui, vous avez quelque chose à ajouter. Ce que je voulais dire, c'est de vraiment se désoler de l'absence de FCBE dans cette équipe-là, l'absence donc de l'opposition. Herman, dans son développement, disait tout à l'heure que ça vient confirmer, la position de l'opposition clairement affichée. Non, je pense que on parle des collectivités locales ici. Et même un maire élu n'est pas forcément un maire élu du bloc républicain ou de l'Union progressiste, n'est-ce pas, n'est pas, quand une fois élu, n'est pas seulement maire de ceux qui ont voté pour lui, mais il est maire de toute la population et en tout cas de toute la population qui vit sur la superficie, en tout cas sur son territoire. Sur son territoire. C'est dire qu'on pouvait les associer. Il s'agit là de l'association des communes du Bénin. Donc ce n'est pas l'association
l'action de la mouvance ou de l'opposition. On aurait donc pu avoir... N'oubliez pas que c'est une élection. On parle de rapport de force. Oui, non, en fait, je pense que, franchement, PBR, FCB, au sein de l'ANCB, on ne s'assoit pas pour parler de qui est de quel parti, parce que ce n'est pas les partis politiques qui définissent comment l'ANCB doit fonctionner. Les partis politiques sont membres de l'AMFM, vous savez. C'est par rapport au développement de Herman qui estime que non, si on a il faut reconnaître que oui, il y a eu rapport de force, n'est-ce pas, mais on aurait pu avoir ne serait-ce que l'opposition qui apporte d'une manière ou d'une autre sa contribution, puisqu'il s'agit de tout. Merci à vous, Wahab Alikpara, merci Akimé, Herman, André Dossa pour nos échanges de ce matin. Un soulagement, oui. Pour lui. Vous savez quoi après l'émission ce matin, je ne comprends pas. D'accord, on va continuer la discussion dans les coulisses. Franck Kenevo, notre invité, nous allons l'installer. LBM vous souhaite joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Du 15 décembre au 5 janvier, elle vous offre jusqu'à 25% de réduction sur la location de la Ford Everest, un véhicule tout-terrain et très confortable pour tous vos déplacements. Profitez de cette belle opportunité en appelant tout de suite le 60 60 60 01, le 60 60 60 63 ou le 95 16 00 02. LBM, notre passion vous transporte. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendrier, facturier, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41.
À Noël, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. C'est la fête de Noël, on attend ce moment depuis longtemps. Alors, entrez dans la danse des bouquets Canal+, grâce au décodeur à 1000 francs seulement. Je vis comme dans un rêve. Révisez vos classiques sur Trace Christmas. Chauffez votre voix devant la Reine des Neiges 2. C'est à toi, Olaf. Déhanchez-vous sur les meilleures chorégraphies de l'UEFA Champions League et tordez-vous de rire devant Maman et sa bande. Fini les vacances, on se met au travail. On va passer Noël, tout est prêt pour qu'on profite de Noël. Allez, ce matin, on va parler de la décentralisation. On parlera donc de l'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB, qui a procédé hier donc à l'élection de son nouveau bureau. Et c'est Luc Atropo qui tient les rênes de cette association pour un nouveau mandat. Franck Kenevo, bonjour, bienvenue. Bonjour. À la lecture de ce bureau, de cette composition du bureau de l'ANCB, quelle est votre appréciation, votre première lecture? Je pense premièrement qu'il faut féliciter le maire de Cotonou parce que c'est pour la première fois, selon ce que j'ai suivi depuis 2003, qu'un président sortant a été renouvelé à la tête de l'ANCB. Deuxièmement, je vois quand même qu'il y a deux femmes, dont une très expérimentée dans ce bureau. Troisièmement, je vois quand même beaucoup de jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes. Et pas des jeunes d'une génération spontanée. Non, des jeunes qui ont fait leur preuve. Si vous prenez le président de l'Union des communes du Zou à la NCB, en passant par le Conseil des collectivités territoriales, au niveau de l'UEMOA, où il est le premier vice-président, l'AIRF, l'association international des régions francophones, où il est dans le conseil d'administration, l'AIMF, où il travaille depuis quelques années, et ce qu'il a fait à Boyko avant de venir à Cotonou, je pense que c'est une génération de jeunes qui correspond aux défis de l'Association nationale des communes du Bénin. Je pense que globalement, il y a là aussi une reconnaissance pour ce que Luc Atropo a fait au niveau de la NCB. Je sais que la NCB a commencé par Rachid Igbadamassi, qui était maire de Parakou. Oui. Et ça avait commencé très fort, mais progressivement, ça s'est refroidi au niveau de la NCB, jusqu'à ce que les activités tournent au ralenti d'août à janvier, février, par exemple. Et que l'arrivée de Luc Atropo a dynamisé, c'est-à-dire il a réorganisé la NCB. Aujourd'hui, moi j'ai jamais vu des députés qui viennent s'asseoir avec les maires pour discuter des politiques de décentralisation, pour discuter de comment formuler le plaidoyer et autres, ou dans l'autre sens, des députés qui appellent les maires à la veille du vote d'une loi importante pour dire nous avons un partenariat, et je parle d'au moins une cinquantaine de députés. Ça, c'est la stratégie qu'il a mis en place de créer un réseau des parlementaires pour la décentralisation. Et donc, ils discutent, ils échangent les points de vue. Il y a des limites au plaidoyer de la NCB aujourd'hui parce que, justement, il faut faire bouger les lignes de façon progressive. Donc, il y a ce travail-là qui a été fait. Il y a les commissions techniques de la NCB qui sont des laboratoires de réflexion et de propositions d'action qui ont été totalement dynamisés, et ça se reflète aujourd'hui dans la configuration du bureau. Et ça, c'est important. Le portefeuille projet de l'ANCB, c'est en termes de milliards aujourd'hui, ce qui n'a jamais été le cas. L'ANCB intervient sur des problèmes précis au niveau des collectivités territoriales. Le numérique dans la gestion locale. La NCB porte un projet important là-dessus aujourd'hui. Les ODD, le positionnement du Bénin qui est salué à l'international au niveau local pour les ODD, c'est lié au travail que fait la NCB fondamentalement. C'est vrai, il y a la société civile et les PTF qui accompagnent.
lorsque nous prenons les guichets uniques aujourd'hui, c'est l'ANCB qui est à l'avant-garde de ces projets-là. Je crois que c'est plus d'une dizaine de communes déjà couvertes et d'autres communes sont prévues dans le partenariat avec l'Union européenne à travers le PADT. Donc, il y a un travail sérieux dont le couronnement, c'est le siège de l'ANCB. L'ANCB, voilà, de Zongo, je crois, enfin Kinkome, c'est arrivé à Bégamin, après à Gla. Aujourd'hui, l'ANCB a un siège digne d'un ministère. Et ça, c'est le dynamisme du président. Les maires l'ont reconnu au Congrès hier. Le ministre de la décentralisation a quand même salué le leadership du maire de Cotonou. Pardon. Il est maire de Cotonou. Et c'est normal. Vous voyez, si vous voyagez, les présidents des fêtières au Sénégal, au Burkina, un peu partout, c'est le maire de la plus grande ville. Donc, ce n'est que justice à l'ANCB, parce que c'est difficile de positionner le maire de Boycon dans des instances internationales. Mais le maire de Cotonou, c'est vite fait. Et ce positionnement aujourd'hui de l'ANCB, c'est tellement important pour la mobilisation des ressources liées aux ODD. L'agenda 2030 prévoit des partenariats pour financer au niveau local les ODD. Et donc, il y a aujourd'hui un défi. Je parlais avec le président de l'ANCB. Il m'a dit il y a deux choses qui lui paraissent importantes aujourd'hui. Continuer de rassembler. Parce que le point fort de Lucas Tropo, c'est qu'il rassemble. Il rassemble partout où il passe. Il rassemble les maires. Tous les maires du bureau vont vous dire vraiment, il y a des voyages où les partenaires exigent même sa présence, mais il dit non. Tel maire n'a pas voyagé depuis et il le laisse partir. Donc il y a ce volet de rassemblement qui est à son actif. Lucas Tropo, président de l'ANCB, c'est vrai, mais il est maire de Cotonou. Cotonou qui a ses défis, qui a ses problèmes. Aujourd'hui, Lucas Tropo, il doit rassembler les maires, comme vous le dites, il doit s'occuper de l'ANCB, gérer les fêtières et tout. Est-ce que ça ne nous amène pas à Cotonou un peu à avoir, c'est pas une gouvernance un peu pauvre ou une dispersion des Pas du tout. Je vous ai dit tantôt que si vous prenez la maire de Paris, elle préside beaucoup d'associations de municipalités dans le monde, mais cela ne l'empêche pas de travailler. Elle est présidente de l'AIMF, elle est présidente d'un groupe de collectivités sur le climat, etc. etc. Si vous allez au Sénégal, au Burkina, etc., c'est la même configuration. Pourquoi ça marche? Justement parce qu'il y a deux administrations différentes que le maire coordonne. Le maire coordonne l'administration de l'ANCB et c'est une question de vision et d'organisation. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui au niveau de l'ANCB? C'est premièrement renforcer le plaidoyer. Le plaidoyer au Bénin est souvent complexe parce que, comme dans tous les pays, les maires sont des autorités politico-administratives. Donc, il y a une dimension politique qui fait que le portage du plaidoyer peut ne pas être visible. Ils ne sont pas souvent favorables à des actions d'éclat contre le gouvernement en place. Puisque généralement, pour que la politique s'améliore, les plaidoyers sont orientés vers le gouvernement en place et dans une moindre mesure le Parlement. Le Parlement, nous sommes dans un régime présidentiel. Lorsque le gouvernement envoie son budget, c'est difficile pour le Parlement de faire des amendements d'ampleur parce que c'est une politique que le président a présenté à la nation et donc il faut les moyens. Donc je pense que progressivement, l'ANCB aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, est bien positionnée au niveau du Parlement, est bien positionnée au niveau du gouvernement parce que l'essentiel des 77 maires est contrôlé par les deux partis de la mouvance présidentielle. Et donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la NCB d'avoir un homme du président à sa tête. Il y aura dans les années à venir
des lignes qui vont bouger très certainement. Mais le vrai défi, selon ce que le président de la NCB me disait tantôt, il y a quelques jours, c'est vraiment, sans me faire la confidence qu'il était candidat à sa propre succession, c'est qu'il voit la NCB comme une structure au niveau politique qui fait bouger les politiques publiques en matière de décentralisation. Il y a des sujets de discussion avec le gouvernement. Il faut poser ces questions-là sur la table. Il faut discuter, il faut échanger. Le transfert de ressources aux collectivités territoriales, le renforcement de la libre administration des collectivités, qui est un principe constitutionnel. Il y a aussi que le président Luc Atropo souhaite vraiment que la NCB soit une agence de développement, une agence qui exécute des projets liés au domaine que vous verrez dans le bureau. Vous allez voir les ODD, vous allez voir l'eau et l'assainissement, l'environnement et le climat, vous allez voir la participation citoyenne, l'éco-citoyenneté, vous allez voir les questions du foncier, de l'agriculture, vous allez voir le numérique. Donc, sur cette thématique-là aujourd'hui, le défi de la NCB, c'est d'être reconnu comme une agence lorsque il y a des actions à mener au niveau des collectivités territoriales, à l'échelle nationale. Il faudrait que cela passe par la NCB, que ces projets-là, que aujourd'hui j'ai appris que le gouvernement veut, à travers l'agence du numérique, le gouvernement veut intervenir dans les collectivités territoriales pour voir les services qu'on peut mettre en ligne. Ça, par exemple, c'est un projet que la NCB doit porter. Donc, le positionnement aujourd'hui de la NCB doit être d'un côté politique, pour faire des plaidoyers, pour faire ce qu'on appelle un dialogue politique avec le gouvernement sur les questions de décentralisation, les compétences communales qui sont élaborées en vertu de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Si le problème se pose à Kandi, il faut habiliter les autorités de Kandi pour régler le problème. Mais lorsque ça les dépasse, effectivement, lorsque ça les dépasse, les services de l'État peuvent intervenir, et c'est là qu'on parle de suppléance. Donc, il faut reconnaître à l'autorité locale aujourd'hui la clause générale de compétence et également protéger son nation en matière d'autonomie locale. Il ne faut pas qu'un ministre se lève pour dire « Ah, les communes doivent faire ci ». Non, parce que la Constitution a même indiqué qu'il faut prendre une loi pour protéger l'autonomie des collectivités territoriales. Ça, c'est les plaidoyers, le dialogue politique avec l'État, les partenaires, les institutions de la République, la société civile, le secteur privé, qui permet d'avancer sur ce plan-là. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'État veut investir pour les collectivités territoriales, il faut que l'État pense à la NCB comme la fêtière des collectivités territoriales. Mettant en œuvre des projets, donc une agence d'exécution des projets au profit des collectivités territoriales. Et ça, c'est déjà heureux que cette vision du nouveau président transparaisse dans la configuration des bureaux. Si vous prenez le bureau de la NCB aujourd'hui, vous voyez des secrétaires affectés à des domaines. Il y a des commissions qui appuient ces domaines et donc progressivement il y aura des projets qui seront soutenus. Pourquoi pas par l'État, les partenaires, le secteur privé, pour que lorsque vous intervenez par la NCB, vous avez une capitalisation d'expérience à l'échelle des 77 communes. Vous avez la lecture
de l'ensemble pratiquement des maires. Tout à fait, Et donc, mais ces projets sont le défi vraiment- qui attend la NTB, c'est sans doute le foncier, avec des maires qui, après leur gestion, peuvent se retrouver devant les tribunaux pour affaires domaniales. Est-ce que vous voyez cette ANCB-là, vous avez tantôt parlé d'expérience de Lucas Tropo et de beaucoup d'autres qui l'accompagnent dans le bureau, est-ce que vous voyez cette ANCB, ce bureau de l'ANCB, vraiment venir à bout de ce défi sécuritaire au niveau du foncier? Oui, la question du foncier ne relève pas seulement des collectivités territoriales. Il y a l'État qui intervient dedans aussi. Mais je pense que ce qui est arrivé dans nos communes jusqu'à il y a récemment, c'est parce que les tests n'étaient pas... On avait des tests qui datent de l'époque coloniale. Le code du foncier est récent. Sa révision est intervenue il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, le gouvernement travaille avec les collectivités territoriales pour que plus jamais dans nos communes, on assiste à ces événements-là. Vous savez, un maire qui est chef de terre doit protéger d'abord et avant tout le domaine, le patrimoine de sa commune. Aujourd'hui, au niveau des communes, il y a un sérieux problème en matière de patrimoine parce que quand on construit une route qui relève de la compétence de la ville, lorsqu'on met un centre de santé au niveau d'un arrondissement, lorsqu'on met, disons, une salle de classe, tout cela, de même que les réserves administratives, les biens meubles et immeubles de la commune, ça doit faire l'objet d'une gestion du patrimoine très sérieuse au niveau de la mairie. Et on doit y mettre le numérique de sorte que lorsque la commune veut planifier son budget de l'année N+1, que la commune puisse avoir une idée claire des entretiens, des réparations et autres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans toutes les communes, je vais dire. Donc, il y a un défi de réorganiser la gestion du patrimoine communal. Vous regardez aujourd'hui au niveau du secteur de l'eau. Si vous regardez les AEV et autres qui existent dans les communes, on ne peut pas rester à la mairie centrale et dire tel AEV va nécessiter une intervention, des entretiens à telle échéance. Et l'agence, l'ANAEP MR que le gouvernement a mis en place est en train d'organiser tout cela. Et je crois que dans 10 ans, 15 ans, cela sera transféré aux communes. Parce que si nous avons des secteurs vitaux comme l'eau, où le patrimoine n'est pas bien géré, on a beau faire des investissements, on va les amortir avant les échéances. Donc, il y a un travail que l'ANCB fait déjà, parce que les agences qui ont été créées par le gouvernement, l'ANCB travaille avec ces agences-là. L'ANCB mène son plaidoyer sur ces questions-là. Donc, je pense que, globalement, il faut aujourd'hui que les maires se mobilisent autour de ce bureau-là, parce que la vision du président qui est là, c'est de permettre aux communes de progresser en termes de ressources transférées, parce que c'est un droit des communes de demander que les ressources liées aux compétences que la loi leur donne soient transférées sur cette question, de l'État vers les communes. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement si l'État central parvenait à transférer les ressources aux communes? Alors, ce qui va changer fondamentalement, c'est que c'est les communautés qui décident d'installer un point d'eau à un endroit donné. C'est la commune. Le maire est plus informé que n'importe quel ministre. Déjà avec le fonds FADEC où des maires se sont retrouvés, c'est pas d'eau mûre. Est-ce que vous voyez un État vraiment prêt à transférer ces ressources-là? Les communes, la gestion, il se pose pour la gestion. Oui. S'il y a mauvaise gestion au Bénin en général, il ne faut pas être impressionné qu'il y ait mauvaise gestion au niveau des communes. Mais ce qui est important, c'est que lorsque vous mettez les ressources, vous voyez, le meilleur mécanisme de partage des fruits de la croissance au Bénin, c'est les fonds FADEC. Il n'y a pas deux. Je vous dis, le meilleur mécanisme que l'État a aujourd'hui pour que les fruits de la croissance soient partagés entre tous les Béninois, les 77 communes, les 546 arrondissements, c'est les fonds FADEC. Lorsque l'argent va dans la commune, non seulement il y a des déchets pour le moment, mais et l'État et les communes
travaillent à ce que ces déchets-là soient éliminés. Des déchets qui pèsent lourd. Non, pas du tout. Les communes gèrent moins de 100 milliards. L'ensemble des communes gèrent moins de 100 milliards. L'État est à 2450 et quelques milliards. Donc, si vous voyez, et ces communes-là sont extrêmement contrôlées. Il y a une dizaine de niveaux de contrôle. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a perdu de vue les progrès accomplis par les collectivités territoriales. On se focalise sur les faiblesses. Non. Lorsque vous êtes dans un processus, il y a un temps où il y a des faiblesses, mais tout le monde est d'accord aujourd'hui pour reconnaître ces faiblesses-là et travailler à les améliorer. Dans tous les cas, votre question, elle paraît très importante. Si on transfère 10% des recettes budgétaires de l'État aux communes aujourd'hui, vous allez voir qu'une économie locale va naître dans les 77 communes. Des entreprises seront viables dans ces communes-là parce qu'il y aura la commande publique, il y aura des ressources qui circulent. Et quand c'est un cercle vertueux, lorsque l'argent arrive, lorsque les entreprises ont de la commande, lorsque les entreprises créent de l'emploi, ça commence par circuler dans le milieu, les banques vont venir s'installer. Parce que ne me dites pas que le ministre qui est à Cotonou est mieux placé que le maire, entouré de son conseil, des chefs d'arrondissement, des chefs quartiers, pour savoir là où il faut mettre une infrastructure, pour suivre l'entreprise efficacement et pour que les populations s'approprient ces infrastructures. Parce que si l'État vient implanter un point d'eau, l'appropriation par les populations, c'est autre. Mais lorsqu'elles savent que c'est l'argent de la commune, c'est le maire, c'est la municipalité, elles se retrouvent pleinement dedans et ce travail-là permet à long terme de sécuriser les infrastructures. Donc il y a un travail et ce n'est pas au Bénin que ça commence. En Suisse, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Dans l'Afrique anglophone, ils sont très avancés sur ces questions. Est-ce qu'avec l'homme du président à la tête de l'ANCB, on peut rêver que le transfert des ressources soit effectif? Je crois que le transfert des ressources, le gouvernement observe les communes. Attend qu'il y ait des améliorations au niveau de la gouvernance. Ces améliorations-là existent déjà, mais ne sont pas peut-être portées au niveau du gouvernement. Et lorsqu'on va faire l'état des lieux de la gouvernance locale, vous verrez que avec le travail de plaidoyer de la NCB et de son président, le gouvernement va augmenter. Cette année, l'année 2021, il y a diminution de la contribution l'année qui arrive là. Des partenaires, oui. Mais le gouvernement a compensé cette diminution-là. C'est vrai qu'en termes de chiffres, puisque le budget de l'État évolue très vite et que les ressources transférées évoluent lentement, on a l'impression que le Bénin a reculé. Mais en volume d'argent, le Bénin avance. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Franck Kenevo, expert en décentralisation et gouvernance locale. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. C'est moi. Herman Parfait Agnamboussou pour le plateau de l'invité. Nous allons revivre l'actualité du jour avec les journaux, la revue de presse, décryptage, présentation. C'est Raphaël Siongo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En une de Fraternité ce matin, l'animation de la vie politique et l'alternance en 2021, le journal se permet quelques mots qui résument ce qui se profile à l'horizon entre les deux branches les plus en vue de l'opposition au régime Patrice Talon. Avantage contre handicap pour une guerre d'hégémonie. Sur cette balance de la crédibilité et de l'aura au baromètre de l'électorat béninois, écrit le journal, les partis dirigés par Paul Humpe et Eric Hundete, sans qu'ils aient besoin de le faire savoir, se livrent une guerre sans merci. Déjà en ce qui concerne l'échéance de la présidentielle de 2021, les courriers représentés dans les communes et disposant de 7 mairies ont une longueur d'avance dans la quête des 16 parrainages nécessaires pour valider un dossier de candidature à la magistrature suprême. Pour les démocrates, analyse le journal, pour les démocrates, nouvellement validé par le ministère de l'Intérieur, si l'obtention du récépissé provisoire est déjà en elle-même une victoire.
L'ambition première est d'être de la course à la marina en 2021. Ceci dans l'optique de gagner le pouvoir d'État par la voie des urnes à l'issue de la présidentielle, de démontrer que c'était le creuset politique idéal pour y arriver et surtout de révéler que sans l'ex-président Boni Yayi, la FCBE n'est qu'une coquille vide. Une fausse courrie pour un Bénin émergent qui ne figure pas dans le nouveau bureau de l'Association nationale des communes du Bénin dont les publications parlent largement ce matin en août avec le challenge que le président sortant Luc Setonji Atropo a été reconduit. Le journal de titrer que les 77 maires font confiance à Luc Setonji Atropo. Luc Atropo maintenu aux commandes. Écrit Bénin intelligent pour lequel il a été plébiscité le lundi 21 décembre lors du 4e congrès ordinaire de l'association qui a démarré le même jour à Cotonou et pour la toute première fois de l'histoire de la présidence de la NCB. Le président sortant et maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a été réélu pour un mandat de 6 ans, une réélection que Fraternité explique par le fait qu'en 5 ans de gestion, la 3e mandature a réussi à mettre en place des dizaines de projets et programmes qui ont impacté positivement toutes les communes du Bénin avec l'appui de 16 partenaires au développement, dont notamment la Banque mondiale, sans oublier les efforts inlassables du gouvernement du président Patrice Talon. Le challenge met en exergue le poste de secrétariat général que tient le maire de Djougou, Malik Goumina. Un constat du journal Le Potentiel, c'est que dans ce bureau de 15 membres au 4e congrès de l'Association nationale des communes du Bénin, il n'y a rien pour la force Cori pour un Bénin émergent, mais tout pour le tandem Union progressiste, bloc républicain. Le gros titre de Bénin intelligent porte sur l'indépendance monétaire avec les députés qui sont face à une question cruciale. Faut-il continuer avec le franc CFA ou l'abandonner définitivement, se demande le journal, pour lequel c'est une question sensible sur laquelle les députés béninois sont appelés à se prononcer. À cet effet, le président Louis Vlavonou a invité ses collègues à une séance plénière qui se tient ce mardi 22 décembre. Elle est consacrée à l'abandon du franc CFA. En prélude à cela, le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale, Ivo Gana, a livré une critique sincère de cette monnaie. Critique qui devrait permettre aux élus du peuple de prendre ce jour une décision historique en faveur de l'indépendance réelle des Béninois et Africains. L'économiste du Bénin s'intéresse au développement du rapport humain 2020 et informe qu'après la présentation au niveau international du rapport sur le développement humain 2020, le programme des Nations Unies pour le développement, à travers sa représentation au Bénin, a procédé le lundi 21 décembre 2020 à la présentation nationale du dit document, occasion pour l'institution de rappeler en présence des corps diplomatiques et de la société civile l'urgence d'une action concertée pour faire face au choc des changements climatiques. Dans un encadré, la nation renseigne que le rapport dont le lancement a eu lieu le lundi révèle que le Bénin a fait un bond en matière de développement humain ces dernières années. Cela confirme bien, de l'avis du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, la justesse des actions menées pour le développement durable dans le pays. Je note avec satisfaction qu'en 2019, le Bénin a progressé de 5 places dans le classement mondial basé sur la qualité du développement humain. Et selon le ministre d'État, notre pays est devenu premier en termes de développement humain au sein de l'espace UEMOA et 3e dans l'espace CEDEAO derrière le Cap-Vert et le Ghana. Dans la suite, le potentiel rapporte que dans la localité de Kilibo, 2 malfrats ont été mis hors d'état de nuire. Fraternité explique qu'il sonnait 3 heures du matin le lundi lorsque la patrouille de la police républicaine de l'arrondissement de Kilibo tombe sur une opération de cambriolage d'une buvette située juste à côté du siège de l'arrondissement. Encore les témoins rapportés par le journal, ils sont au total 5 malfrats et la patrouille de la police républicaine, attirée par les bruits, s'est rendue sur les lieux pour inspecter et avoir une idée sur la cause des bruits. À la vue des hommes en uniforme, les braqueurs ont ouvert le feu. Sans hésiter, les agents de la police républicaine ont répliqué. Au cours des échanges,
2 d'entre les hors-la-loi sont passés de via trépas. Les 3 autres ont pris la fuite. Allez, chez vous, c'était l'actualité sur Canal 3 Bénin, lu décrypté par l'ensemble de nos équipes, notamment les débatteurs et les différents chroniqueurs. Merci à chacun et à tous de votre attention. Nous sommes mardi. Eh bien, très bonne journée à vous. Demain, mercredi, on se retrouvera à partir de 7h pour d'autres informations à partager avec vous. Lecture et décryptage de l'actualité à suivre sur Actu Matin. Rediffusion de cette matinale tout à l'heure quand il sonnera 12h et puis dans la nuit à partir de 23h30. Prenez ces différents rendez-vous. Allez également sur le www.canal3television.com. Bien, bonne journée à chacun et à tous. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Au revoir.